Good afternoon, everyone. My name is Daniel Wilhelm. Bonjour à toutes et à tous, je suis Daniel Wilhelm, président de la Fondation Harry Frank Guggenheim de New York. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui en tant que participant au Forum de Paris pour la paix et modérateur de ce forum. Notre fondation existe depuis 1928. Nous nous concentrons sur comment comprendre la violence à travers le monde, à travers la recherche des bourses et la connaissance. Récemment, nous nous sommes concentrés sur la prolifération de violences politiques aux États-Unis et dans d'autres pays démocratiques, et comment le phénomène de la polarisation impacte la violence. Souvent, quand on parle de polarisation, on pense aux effets domestiques, internes. Mais il y a un autre aspect à la polarisation, comment elle influence le comportement des gouvernements, ainsi que posant des défis à l'ordre international. Donc, nous avons un panel d'experts renommés, nous allons les entendre et nous passerons ensuite aux questions du public. Tout à gauche, Shamil Idriss, directeur général de Search for Common Ground, à côté Comfort Hero, présidente et directrice générale de groupe de crise international. Ensuite, Niels Gilman, vice-président principal des programmes à l'Institut Berggruen. Et enfin, à ma droite, Arantxa González Laya, doyenne de l'École des Affaires internationales de Paris, de Sciences Po, et ancienne ministre des Affaires étrangères d'Espagne. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici aujourd'hui. Alors, Shamil, nous allons commencer avec vous. Avant de nous concentrer sur l'aspect international de la polarisation, il faut d'abord comprendre ce phénomène. Notre organisation travaille dans une vingtaine de pays à travers le monde pour inverser la tendance. Alors, parlez-nous de la polarisation. À quoi faites-vous face dans votre travail? Qu'est-ce qui alimente la polarisation? Oui, merci beaucoup. La polarisation est un terme très ambigu. Souvent, on a un adjectif avec polarisation, polarisation toxique par exemple, parce que ce terme est très ambigu, très vague. Et lorsque l'on parle de la polarisation, j'ai vu un exemple de l'Institut de la transition intégrée et d'une initiative de polarisation mondiale qui ont essayé de définir le terme polarisation. Cette définition clarifie la polarisation. Il s'agit de groupes qui se considèrent comme une menace existentielle. Percevoir un autre groupe comme une menace existentielle mène à la violence. La violence semble nécessaire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les efforts pour inverser la tendance sont souvent binaires, ce qui n'aide pas. Donc il faut s'occuper de la polarisation, donc les divisions dans la société, ou bien s'occuper de l'origine de la polarisation. Donc, pourquoi il y a ces divisions? Donc, pour moi, ce n'est pas une façon bénéfique de voir les choses. Nous sommes à un moment très intéressant, comme lorsque le corps médical s'est concentré sur comment prévenir les maladies, pas seulement les soigner. Donc les personnes, au lieu de traiter les personnes aux urgences, essayer de faire en sorte que les personnes ne viennent pas aux urgences. Nous sommes à un moment similaire pour atteindre une société saine au niveau des conflits.
S'il y a un assassinat politique, une crise politique, une pandémie, quels sont les signes d'une société en bonne santé, comme les signes d'une personne en bonne santé? De nombreuses institutions, de nombreux gouvernements se concentrent sur 5 choses et la polarisation n'est qu'un aspect. Il y a la confiance, premièrement. Deuxièmement, la confiance dans les institutions. Troisièmement, les niveaux de violence. Quatrièmement, l'impression de contrôle des personnes, s'ils ont main mise sur leur avenir. Et cinquièmement, les ressources. Où vont les ressources? Est-ce que les ressources vont vers les prisons, la défense? Ou est-ce que les ressources se concentrent plus sur la résolution non violente des conflits? Et la polarisation n'est donc qu'un seul symptôme d'une société en mauvaise santé, similaire à une fièvre. Si vous avez une fièvre et que vous allez voir un médecin, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'atténuer cette fièvre. Mais si l'on ne se concentre que sur la fièvre, eh bien la solution n'a pas vraiment été trouvée, car la fièvre n'est qu'un symptôme d'une maladie. Et c'est pareil pour la polarisation. On ne peut pas se concentrer uniquement sur la polarisation pour une société en bonne santé. Nous avons reçu des financements pour gérer la crise du Covid dans des zones de conflit. Et nous nous sommes rendus compte que de nombreuses personnes partageaient de la désinformation par rapport à la crise du Covid. Et les personnes partageaient cette désinformation car ils étaient contre leur gouvernement. Et c'est sur ça qu'il faut que l'on se concentre, que nous devons nous concentrer. Polarisation and autocracy. These are not la polarisation, l'autocratie, nous ne devons pas nous concentrer que sur l'un ou que sur l'autre. Ce ne sont pas des opposés. L'anarchie et l'autoritarisme, par exemple, proviennent de la même source, le manque de confiance des personnes pour les institutions et les uns pour les autres, qui mènent ensuite à l'élection de figures anarchistes ou totalitariennes. Et pour conclure, lorsque nous avons créé ce cadre avec les 5 symptômes dont je vous ai parlé, je suis tombée sur un article médical du Lancet, une étude sur la gestion de la crise du Covid dans une centaine de pays. C'est un article vraiment très important qui a fait la une des journaux. Et ils ont trouvé que le niveau d'éducation, la capacité d'infrastructure de santé, la richesse du pays ne menait pas à une bonne gestion de la crise du Covid. Ce qui menait à une bonne gestion de la crise du Covid, c'était la confiance de la population pour les institutions et les uns pour les autres. Et récemment, les sociétés démocratiques n'amènent pas plus de confiance que les régimes autoritaires. Vous avez parlé de violence. Nous devons être prêts à identifier, à stopper la violence. Comment voyez-vous cette relation entre la polarisation et le populisme, ainsi que cette relation avec la violence dans votre travail? Merci, c'est une bonne question. Alors, je vais essayer de ne pas faire de raccourcis entre la polarisation, le populisme et la violence. Mais
lorsqu'on se penche sur l'histoire de la violence, notamment à l'International Crisis Group, nous avons été fondés en 1995. Pour nous, la pire forme de violence a été vue au Rwanda, en Afrique du Sud avec l'apartheid également. Je ne sais pas si je parlerai là de polarisation, de populisme, mais il s'agissait encore une fois de la dégradation de la société. Le colonialisme, c'est l'exclusion d'un groupe qui est inférieur. Lorsqu'on se penche sur le Soudan, le Kenya, lors de l'élection de 2008, la République démocratique du Congo également, tout cela a été amené par des discours de haine. Il n'y avait pas de mécanisme mis en place pour stopper la violence. Et il en va de même au Cameroun également. Donc je ne sais pas quelle étiquette on pourrait placer sur ces incidents, mais il y a des facteurs qui mènent à la violence, vous en avez parlé. Cette idée d'être exclu, de ne pas avoir voix au chapitre, le fait qu'une grosse partie du butin va à l'élite, au 1%. Lorsque les personnes n'ont plus confiance, ne font plus confiance aux institutions, cela amène au sectarisme. Cela peut amener jusqu'à une guerre civile. Et par rapport aux forces externes, peut-être qu'elles soutiennent un camp ou l'autre. Cela doit être pris en compte. Et peut-être qu'on peut appeler ça la polarisation ou le populisme, mais en tout cas, c'est une question de société. C'est une question de dégradation de la société, d'un camp contre l'autre. On y ajoute les réseaux sociaux, l'IA, et on rencontre des mécanismes qui aggravent cette dégradation de la société. Un autre exemple, l'Éthiopie. Nous avons vu comment la diaspora, les communautés éthiopiennes ont perpétué ce discours de polarisation pour aggraver encore plus la situation. Un autre exemple, au Myanmar, la junte militaire a pris le contrôle d'un réseau social et l'utilise pour leur propagande. Je pense que la pire violence à laquelle nous avons fait face ces dernières années, je ne sais pas si je mettrais cette étiquette de polarisation, de populisme sur cette violence, mais en tout cas, lorsqu'on se sent moins que rien, quand on se sent volé, voilà ce qui alimente la polarisation, ce qui amène les populations au bord de la falaise. Le Kenya, par exemple, est au bord de la falaise, mais ne tombe pas de la falaise. Et ça, c'est grâce à la résilience de ces institutions. Donc même lorsque l'on fait face à cette guerre dans les sociétés, s'il n'y a pas de forum de discussion, alors on passe directement à la violence. Mais effectivement, il y a un lien entre la polarisation, le populisme et la violence. Mais encore une fois, il ne faut pas faire de raccourcis. Est-ce que l'exemple du Kenya vous rend optimiste par rapport à la situation aux États-Unis, en Europe? C'est encore une fois une question très intéressante. Lorsque les élections de 2020 aux États-Unis ont eu lieu, on ne pensait pas du tout à ce qui pourrait se passer le 6 janvier. Nombreux pays en Afrique, en Asie,
ont alors dit « Nous allons vous partager notre expérience ». Ils ont dit cela aux États-Unis par rapport à la dispute autour des élections. Donc oui, le Kenya est vraiment au bord de la falaise, mais il y a quelque chose de très intéressant qui a lieu au Kenya entre un gouvernement et une population très jeune. Il y a de la violence, mais pas de la violence totale qui amène à la fin d'une société. Mais des personnes sont mortes au Kenya à cause de la violence post-élection. La communauté internationale s'est concentrée sur le Kenya. Et nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de ce que peut être la violence comme dans d'autres pays. Arantxa. Nous avons donc parlé de la polarisation du populisme, du décontentement, du mécontentement plutôt. Et cela est de plus en plus le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie. L'autoritarisme se renforce et est déjà présent dans d'autres pays comme en Hongrie, au Salvador par exemple. Est-ce qu'il y a un lien, des caractéristiques communes de ce pays, sans trop généraliser, par rapport à leur politique étrangère? En effet, je voudrais que nous parlions de comment la polarisation est un défi pour l'ordre mondial, peut-être le plus gros défi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que chercheuse et que femme politique, quel est votre avis sur cette question? Merci beaucoup, Daniel. Encore une fois, je ne parlerai pas de polarisation, mais plutôt de déconnexion radicale. Nous le voyons au niveau de la population, du gouvernement, de l'État. Au niveau individuel, nous en avons parlé, des identités exclusives qui excluent. Il y a vraiment une déconnexion à ce niveau-là. Au niveau des communautés, nous le voyons également avec la fragmentation sociale. Mais c'est également le cas au niveau national. Les éléments communs qui apparaissent pour moi, c'est cette idée de nous et des autres. Et ces autres, nous ne voulons pas d'eux. Les autres, nous devons les éloigner. Ils sont une menace pour nous, pour notre tissu social, pour notre identité. C'est nous et les autres. On le voit très clairement dans les débats autour de la migration, des réfugiés. C'est la déshumanisation de l'autre. Deuxième chose, cette préférence pour le pouvoir plutôt que pour l'état de droit. Encore une fois, cela risque de saper, d'affaiblir l'ordre international. Les États se sont mis d'accord pour respecter ces règles et ce respect des règles de l'état de droit est bafoué pour l'intérêt des pays. Donc ce sont des relations de pouvoir plutôt que des relations basées sur les règles. Troisièmement, des relations de transaction plutôt que l'investissement systémique. Comment est-ce que je peux acheter ce pays, cette solution? Nommez votre prix. Il y a toujours un prix. Investir dans les systèmes, l'action systémique, c'est comme ça qu'on peut arriver à des solutions. Quatrième élément, il y a
une contradiction entre la souveraineté et la solidarité. On insiste beaucoup sur la souveraineté en ce moment. Moi, je suis chercheuse et ça, c'est une question très intéressante, la souveraineté, parce que l'ordre mondial a été créé par des États souverains. Les acteurs n'étaient pas autre chose que des pays souverains. Et donc, maintenant, les États ne sont plus d'accord avec ce cadre créé par les États souverains. Et on pense que la solidarité est une menace pour la souveraineté. De nombreux défis qui mettent à mal l'ordre mondial. Et on voit que cet ordre mondial échoue dans certains domaines et affaibli dans d'autres. Et nous voyons émerger des coalitions de pays, des coalitions d'acteurs. Ce forum en fait partie, qui rassemble des acteurs non souverains, du secteur privé, des chercheurs, de la société civile pour essayer de trouver des solutions. Mais le défi auquel nous faisons face est un défi structurel. Et pour moi, tout cela est alimenté par la déconnexion radicale. Est-ce que vous pensez que l'idée d'ordre mondial va à l'encontre du populisme? Mais ils veulent leur ordre mondial. C'est la transaction. C'est mes intérêts nationaux. Il s'agit de protéger mon peuple, ma société. Et c'est un ordre instable, car nombre de défis auxquels nous devons faire face sont transnationaux, sont systémiques. Et nous ne pouvons trouver des solutions qu'ensemble, car nous avons une responsabilité commune. Est-ce que leurs intérêts sont même parfois personnels? I leave this to you, Daniel, but it's a lot about Ça, c'est vous qui le dites. personal interest. And by the way, it's very interesting. Mais oui, il s'agit d'intérêts personnels. Et souvent, ce sont des intérêts personnels masculins, d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Merci beaucoup. Niels, nous avons parlé de défis transnationaux, la migration de masse, la crise climatique, l'inégalité de revenus. La perte de confiance dans les institutions, la liste est très longue. Une solution pour ces problèmes semble n'être que collective. Vous êtes historien, vous travaillez dans les nouvelles technologies. Alors, aidez-nous à comprendre la situation actuelle. Quid de l'action collective, quid de l'avenir? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais répondre à des choses qui ont été dites précédemment. Il y a 10-15 ans, j'ai travaillé avec une task force d'instabilité politique qui avait été mise en place par le gouvernement de Bill Clinton. Et nous essayions de prédire quand et où le prochain génocide et coup d'État aurait lieu. Et c'était vraiment un projet d'envergure avec beaucoup d'analyses, beaucoup de variables. Et la variable la plus importante pour prédire un génocide et un coup d'État, c'est la mortalité infantile. Alors la corrélation n'est pas directe, mais les pays
qui ont une forte mortalité infantile sont très vulnérables au génocide et au coup d'État. Les Nations Unies ont travaillé sur d'autres variables par rapport à la violence politique. Donc, encore une fois, un coup d'État, un génocide. La polarisation était une de ces variables. Encore une fois, ici, il s'agit de groupes opposés et d'observer ce groupe comme une menace existentielle. Le Rwanda est un exemple. Il s'agit vraiment d'une menace existentielle. Le réarmement, la fragmentation des médias, les nouveaux médias, par exemple Radio Rwanda et son rôle dans le génocide. Et je me suis intéressée à ces variables à l'été 2015. Et il y a également un aspect de genre également, on voit bien avec Hillary Clinton, Donald Trump. Et lorsque Hillary Clinton, je m'attendais à ce qu'Hillary Clinton gagne, et je me suis dit qu'il y aurait de la violence après ces élections. Finalement, Donald Trump a gagné, et nous avons vu de la violence politique après l'élection de Donald Trump. Encore une fois, le 6 janvier, nous en avons parlé. En termes d'espoir, en tout cas, je pense qu'un facteur de la crise actuelle sont les médias. Les médias agitent les populations. Et ces plateformes créent une inflammation au sein de la population. Vous êtes ici au Paris Peace Forum, je pense que vous savez de quoi je parle. Et je pense que la technologie peut également être une solution pour rassembler les personnes d'une nouvelle manière. Facebook, notamment, j'ai entendu un discours de Mark Zuckerberg en 2008, lorsque Barack Obama a utilisé Facebook pour sa campagne électorale. Et Mark Zuckerberg a donné un discours et a dit « Facebook sera un outil incroyable car les personnes isolées, exclues, pourront créer des communautés. » Et c'est très bien, mais cela va aussi permettre cela pour les communautés radicales, les nazis par exemple. Et nous l'avons bien vu, les technologies jouent un rôle dans la politique. Mais nous ne vivrons pas avec cette crise pour toujours. Les nouvelles formes de médias amènent souvent de l'instabilité, mais peuvent également permettre de connecter les personnes. Je pense que les gouvernements peuvent également jouer un rôle, permettre les personnes de communiquer d'une nouvelle manière, pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Je pense que des endroits comme le Paris Peace Forum sont un bon exemple. Ils doivent être moins élitistes, moins exclusifs, mais cela peut être une bonne opportunité. Il y a également l'IA qui peut permettre la communication, en Europe, par exemple. Comfort, vous vouliez ajouter quelque chose? Alors oui, peut-être que je suis trop pessimiste. Mais je voudrais revenir à ce que j'ai dit précédemment. Ce n'étaient pas les nouvelles technologies qui ont eu un impact au Rwanda, c'était vraiment la radio. Nous devrions nous en souvenir. Il y a une crise démocratique qui a amené à une prise de conscience en Europe. Et maintenant, on parle de polarisation, on parle d'institutions qui ne sont plus les anges gardiens de la société. Mais lorsqu'on se concentre sur ce qui se passe au Myanmar, au Cameroun, au Kenya, ce sont des situations qui perdurent.
Donc, est-ce que le processus dont vous parlez, que vous essayez de définir, est-ce qu'on va essayer de prévenir plutôt que de guérir, ou est-ce qu'on va pouvoir trouver des solutions aux crises actuelles? Qu'encore une fois, ce n'est pas nouveau. Les pays font face à la pire violence, de la violence jamais vue. Alors, les nouvelles technologies ne sont pas la panacée. Et parfois, elles peuvent même empirer la situation. Il y a ce récit en Occident que l'Occident et le Nord global est une sorte de paradis. Ce n'est plus le cas. Évidemment, les situations sont différentes dans différents pays. Mais dans les sociétés post-coloniales, les technologies ont un rôle. Et donc, je suis d'accord avec vous. Je veux donner un exemple du Kenya et des États-Unis. Il y a moins d'un an, j'étais au Kenya, à Mombasa, j'ai rencontré un prêtre. Multi-faith coalition that has become one of the more powerful interfaith coalitions along the Swahili coast. And I asked him how he got involved in it. And he Un said, prêtre qui travaillait sur la côte Swahili. It was one of the periods of the worst intercommunal violence. Et il m'a raconté les années 90. Il a été invité à une réunion avec des dirigeants musulmans. Et il a dit, si une église brûle, je vais brûler 5 mosquées. Il m'a dit, mais j'aurais pu le faire, de nombreuses personnes m'écoutent. Il a parlé aux dirigeants musulmans de discrimination, de tout ce qu'ils vivaient. Ils n'ont pas réussi à trouver un accord ce jour-là, en 1999. Mais ils se sont mis d'accord d'essayer d'empêcher leur communauté de commettre des crimes les uns contre les autres. Il y a eu, quelques jours après cet accord, des menaces de mort qui ont pu être arrêtées. Et cela lui a donné de l'espoir. Et on voit donc que cela est efficace pour empêcher la violence. Et c'est ce genre de coalition qui permettent d'endiguer la violence. Ce prêtre avait de nombreuses personnes derrière lui. De nombreuses personnes voulaient l'écouter et il faisait ce qu'il disait. Mais la deuxième chose qui était très importante, c'est qu'il était prêt à former une coalition avec des membres d'une autre paroisse, avec des gens avec qui il n'avait rien en commun. Quelques années avant l'élection présidentielle aux États-Unis, on avait une équipe au Texas qui a travaillé pour lutter contre la violence politique. Après la première tentative d'assassinat contre le président Trump, cette coalition qui s'était formée là-bas avec des représentants de la communauté civile, avec des membres de l'armée, se sont mobilisés. Ils ont fourni des points de langage aux différentes congrégations, aux différentes paroisses, pour que les prêtres, les pasteurs, puissent essayer de transmettre un message pour faire le pont, pour essayer de garder une certaine cohésion et une certaine paix sociale.
Après, ils ont reconsacré les lieux où la violence avait eu lieu pour, en quelque sorte, la faire revivre en tant que terre de paix, qui était l'intention initiale de ces espaces. Après, il y avait également un entretien télévisé qui a changé de format pour justement parler de ces problèmes de violence et de division. Les personnes qui participent à ces groupes ne sont pas forcément unis ou des professionnels, mais ils ont un pouvoir social de rassembler un large nombre de personnes et ils sont en contact avec des gens sur le terrain qui vivent ces situations. Le travail qui a été effectué en Pennsylvanie, ce projet a été inspiré par un projet qui avait été mis en place au Sri Lanka. Et ils ont appris des leçons les uns des autres. Comment réagir quand quelqu'un dit des mensonges, comment, avec la désinformation, etc. Oui, je voulais dire que cette déconnexion n'est pas programmée dans la nature humaine. Donc la question, c'est comment empêcher, c'est quelque chose qui est construit socialement. Et il faut voir comment déconstruire cette construction sociale. Et une chose essentielle, c'est que les citoyens devraient parler aux autres citoyens sans passer par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des écrans, etc. Sans ça, je le vois très bien avec mes étudiants à Sciences Po, qu'il est plus facile à arriver à un accord ou de s'accorder à ne pas être d'accord aussi et de l'accepter. Bien sûr, il faut aussi essayer de résoudre les problèmes de fond, les problèmes socio-économiques, les angoisses sociétales, religieuses. Et puis un autre point, leadership, très important. Il y a des hommes qui ont fait un travail formidable. Je pense à Nelson Mandela, par exemple, qui a aidé les personnes à parler à d'autres personnes. Je pense également à Colonel Santos en Colombie, qui a réussi à convaincre la société de réintégrer les terroristes au sein de la société parce que c'est comme ça qu'on crée une cohésion sociale. Donc, on ne peut pas dire que c'est un élément qui est inclus dans notre ADN et qu'on ne peut pas se débarrasser. On peut s'en débarrasser parce que c'est une construction. Laissez-moi rebondir. Le déclin de la confiance institutionnelle est quelque chose qui dure depuis 60 ans. C'est vrai aux États-Unis, mais j'ai vu des données similaires en Europe et dans la plupart des pays développés. Toute société institutionnelle a connu un déclin en matière de confiance. Les populations sont perçues par la population comme ne tenant pas leurs promesses. Les promesses qui étaient faites par les leaders politiques, par les écoles, par les institutions. C'est une crise maintenant de notre libéralisme. Nous sommes
trop dans une approche de procédure. Le peuple dit les choses sont cassées, ça marche pas, et les mecs en haut, les bureaucrates, les politiques, ils savent que ça marche pas. Et ils font ce qu'ils font. Confab where we have people talk to each other and we make decisions and we're going to have a long multilateral process for dealing with climate change. Donc ce qui est apprécié, c'est les hommes d'action. Des gens qui vont se lancer au niveau local pour gérer des problèmes qui touchent les personnes. That climate change is an existential crisis, then they can't turn around as they did the next, 5 minutes later and say, il y a quelques jours à Sciences Po, on a entendu que le changement climatique est une menace existentielle. Mais après ce constat, on ne peut pas non plus dire qu'il faut avoir des mesures différentes selon les pays, la Chine, l'Inde, etc. Si c'est une menace existentielle, il faut agir maintenant. Bon, je vais peut-être prendre la conversation dans un autre sens. La seule chose que je voulais dire, c'est que les personnes qui se sentent laissées pour compte, qui se sentent laissées loin derrière, il faut faire très attention aux protectionnistes, aux nationalistes, aux America First. La déréglementation ne va pas réparer le problème, ne va pas résoudre le problème. We shouldn't allow that narrative to sort of beat down all that we think is wrong. I mean, I agree with you, but I think we should just be careful. Juste parce qu'on est capable de vivre plutôt confortablement dans ce système, il ne faut pas accepter ces positions politiques. Parce que ce qu'on voit, oui, ce qu'on voit, c'est que ils sont en train de détruire le status quo, ils sont en train de détruire les politiques. Ce qui n'est pas une solution. Les personnes au pouvoir ne contrôlent qu'une toute petite partie de la structure de pouvoir dans laquelle ils se situent. Biden et Kamala Harris ont essayé de passer le message au peuple avant les élections en disant que l'économie allait bien, que la vie ne va pas si mal que ça. Mais ça ne correspondait pas à la réalité vécue des citoyens. Je ne sais pas si vous êtes allé aux États-Unis récemment, mais il y a vraiment une crise, il y a beaucoup de personnes qui cherchent de l'emploi. Et si les politiques leur disent tout ça, leur disent que, ah oui, statistiquement ça va, ben, le message n'a aucun sens. Il faut avoir des politiques plus effectives et plus adaptées. Donc merci, cette conversation a été vraiment fort riche. Je vous encourage à peut-être partager quelques derniers mots. Un des thèmes qui a été répété plusieurs fois, c'était d'essayer de confronter les problèmes sous-jacents qui sont ceux qui sont à l'origine du populisme. Donc je vais vous poser la question l'un après l'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut reconnaître la nécessité de confronter ces questions sous-jacentes tout en essayant d'améliorer ces systèmes internationaux qui semblent ne pas correspondre aux besoins des personnes aujourd'hui?
Oui, c'est pas deux mondes séparés. L'international n'est pas séparé du national. Le système national peut aider à construire des solutions plus collaboratives au niveau international. Si on décarbone nationalement, ça va contribuer à la décarbonation au niveau mondial. Si vous protégez les droits des femmes, des enfants, des travailleurs, vous aurez l'occasion de promouvoir ces efforts sur la scène internationale. On peut faire des synergies. Le fait que vous investissez au niveau international ne veut pas dire que vous laissez tomber le national. Les deux choses sont cohérentes, elles marchent bien ensemble. Il faut être rapide, il faut penser à ce moment comme une occasion, une opportunité, non seulement pour réparer des vieilles choses, mais pour construire quelque chose de nouveau. Il faut affronter des problèmes qui ne sont pas seulement une menace pour les humains, mais une menace existentielle pour la planète. Je parle de la pollution maritime, je parle du carbone, je parle de toutes ces formes de pollution qui sont des menaces pour notre planète. Et donc, on a besoin de collaboration et d'internationalisation pour lutter avec cette menace existentielle. Merci. Comme vous l'avez dit, l'un n'exclut pas l'autre. Je suis d'accord. Mais pour également faire écho à ce que vous avez dit, il y a tellement d'institutions qui sont en train de s'effondrer sur le côté. Et il faut les aider, il faut identifier des leaders, pas forcément des chefs d'État ou des grands leaders politiques, mais peut-être des leaders locaux, des chefs communautaires. Et il faut travailler avec ces gens-là pour pouvoir mettre en œuvre différentes actions. Il est difficile de garantir une gouvernance, disons, au niveau de l'État, s'il n'y a pas de cohésion et de cohérence à la base dans les petits groupes. Donc il faut inclure les citoyens, il faut créer un dialogue, mais malheureusement, il est beaucoup plus facile de motiver les citoyens avec des émotions négatives. Et c'est ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Mais ce qui marche, c'est pas cette dispute, c'est l'idée de coalition. Merci beaucoup, merci d'être là avec nous aujourd'hui.